Bonsoir à vous, bienvenue dans cette grande interview. Nous recevons pour vous M. Francis Mongwani, coordonnateur du projet d'accélération de la transformation numérique PATEN, avec lui pour comprendre ce que c'est le PATEN, ses avancées et aussi les perspectives. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame et merci de nous recevoir sur votre plateau. Merci à vous. Monsieur Mongwani, c'est votre toute première fois à Tcheleka Média. Vous êtes à la tête d'un projet qui a l'ambition de mieux asseoir le numérique au Congo. Tcheleka est un exemple aujourd'hui de cette transformation numérique comme tous les médias en ligne. Comment appréciez-vous l'éclosion numérique des nouveaux canaux d'information? Merci pour votre question. Je dois dire que je suis quand même assez impressionné de voir qu'aujourd'hui, grâce au numérique, il y a des médias, des jeunes médias comme les vôtres, qui, ma foi, n'ont rien à envier avec les médias traditionnels, que ce soit au Congo, y compris à travers le monde. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une vraie opportunité qui est donnée à toutes ces startups, en réalité, de pouvoir trouver leur place. Et donc, moi, je vous dis félicitations pour le travail que vous faites, et je pense que c'est un média qui a de l'avenir. Merci bien, Monsieur Mongwani. Avec vous, nous allons parler de PATEN, le projet d'accélération de la transformation numérique qui vise à améliorer la connectivité dans les zones rurales, moderniser les services publics privés, les universités et aussi réduire les inégalités en mettant l'accent sur les jeunes. Dit comme cela, c'est bien. Mais à ce jour, à quel niveau se situe ce projet PATEN ? Alors, merci. C'est une question qui me donne l'occasion de vous faire un peu l'historique de ce projet. En réalité, c'est un programme qui est né de la volonté d'un homme, celui du chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, qui a présenté aux Congolais, lors de son élection, son programme de société, la marche pour le développement. Ce programme qui est aujourd'hui traduit en programme de gouvernement et qui a mis le numérique pour la première fois au rang des 6 piliers du PND, donc de ce programme, à côté des autres grands secteurs que sont l'agriculture, le tourisme, l'immobilier, les zones économiques spéciales, l'industrie, etc. Et donc le numérique aujourd'hui c'est le 5e pilier, qui est donc considéré comme pouvant concourir à l'ambition du PND, qui est la diversification de l'économie. Oui. Et donc, partant de là, le gouvernement a eu l'appui des bailleurs de fonds, notamment la Banque mondiale, et l'Union européenne et la Banque européenne d'investissement. Ok, nous allons revenir. Voilà, donc qui ont mis du crédit pour pouvoir mettre en place ce projet. Et donc, c'est un projet qui est assis sur 3 piliers, nous disons dans notre terminologie des composantes. Oui. La première composante, c'est d'améliorer le cadre favorable au développement de l'économie numérique. Et donc nous avons d'un côté le cadre juridique et de l'autre côté les compétences numériques. Et la deuxième composante, c'est la connectivité, notamment la connectivité dans les zones rurales et la connectivité pour un certain nombre de bâtiments administratifs. Et la troisième composante, c'est ce que nous appelons traditionnellement le e-gov. Donc, c'est les services publics aux citoyens. Donc, je pense que nous aurons l'occasion de développer chacune de ces composantes. Merci bien, Monsieur Mongwani. Le 29 novembre, vous avez présenté les dossiers d'appel d'offres aux acteurs économiques de l'écosystème du numérique. C'était un pas vers la connectivité dans les zones rurales, des villages. Mais alors, quelles sont les avancées qui ont été faites depuis le lancement du projet en janvier de cette année? Merci beaucoup. Donc, je note que vous suivez bien le projet. Effectivement, ce projet a eu le lancement officiel le 24 janvier. C'était donc au Radisson. Et donc, aujourd'hui, nous avons, après une année de fonctionnement, il y a eu le plan de travail budgétaire annuel 2023 qui a été présenté au public, que nous avons déroulé tout au long de cette année. Toutes les activités de ce plan donc, qui étaient prévues ont été déroulées, y compris un certain nombre d'activités jugées
prioritaires par le gouvernement et qui ont été insérés au niveau de ce projet, notamment la connectivité des universités. Les deux universités, Marien Ngouabi et Denis Sassou Nguesso. Nous aurons la connectivité des lycées d'excellence. Et donc, il y en a 7 au niveau du pays. Nous avons commencé par 3 lycées et un centre, notamment le centre de bioénergie d'Oyo, qui vont donc bénéficier également de la connectivité. Nous avons également toutes les activités concernant la mise en place du cadre national des compétences numériques, les activités concernant la revue du cadre juridique de l'écosystème du numérique, et aussi une grosse activité concernant une étude sur la mise en place du portail e-gov, c'est le portail des services gouvernementaux. Voilà donc nous, au terme de cette première année, nous allons démarrer maintenant avec les activités de connectivité. Ça a été l'objet de la concertation qui s'est tenue il y a quelques jours, où nous avons présenté l'ensemble des dossiers d'appel d'offres qui vont donc être lancés pour que les fournisseurs, notamment les prestataires, puissent soumissionner et développer cette connectivité pour les zones rurales et aussi pour les universités, les 2 universités et les bâtiments administratifs. Et comment cet appel a été aperçu par ces acteurs de l'écosystème numérique? Écoutez, je pense que le bilan pour nous a été très positif. C'est un appel qui a été entendu. Je pense que tous les acteurs importants de l'écosystème numérique étaient présents. Il y avait les opérateurs de téléphonie mobile, bien sûr, mais aussi les opérateurs d'infrastructure, les équipementiers, les intégrateurs, les constructeurs, parce qu'il faut aussi... nous avons un dossier d'appel d'offres, notamment concernant la construction des centres multimédia à l'intérieur du pays. Il y en a 41 qu'il faut construire à l'intérieur du pays. Donc il y a aussi les constructeurs, les fournisseurs d'accès Internet pour ces centres. Donc c'était une réussite à notre sens. Et nous avons eu à organiser, en marge de cette activité, des réunions en B2B, un peu avec les acteurs importants, afin qu'on puisse finaliser ce dossier qui, dès la semaine prochaine, sera publié pour l'ensemble de ces acteurs, afin qu'ils puissent soumissionner et, ma foi, gagner ces appels d'offres pour pouvoir dérouler les activités. Plusieurs zones dites blanches ont été couvertes par le réseau 2G grâce au FASUS. Aujourd'hui, l'idée est d'aller vers la 3G, donc renforcer la connectivité dans ces zones rurales. Mais la question de la fracture numérique dans ces conditions reste entière, car dans les zones dites urbaines, on parle de 5G. Le problème est-il résolu à moitié, pardon? Écoutez, je dois d'abord dire que vous mentionnez là le FASUS, effectivement. Le FASUS qui est le Fonds d'accès pour le service universel des communications électroniques, qui est en réalité un programme du gouvernement pour réduire la fracture numérique. Dans notre pays, surtout à l'intérieur du pays, ce n'est pas tout le monde qui a les téléphones intelligents, on appelle les smartphones. Oui. À l'intérieur du pays, beaucoup de gens sont surtout sur les anciens téléphones qui utilisent plutôt le réseau 2G. Voilà pourquoi le programme FASUS s'était apaisanti sur l'installation des antennes 2G, afin de permettre à nos populations d'avoir accès au moins à tout ce qui est les services financiers, notamment aujourd'hui ce qu'on utilise, les mobile money, etc., etc. Et donc le FASUS a fait son travail et il va continuer à faire son travail de donner aux populations cet accès à la 2G permettant de rendre ces services. Au niveau du projet Paten, l'ambition est autre. Vous savez que le deuxième objectif du projet Paten, c'est d'apporter le service public aux citoyens. En faisant comment? Apporter le service public aux citoyens, c'est développer le portail e-gov, c'est le portail des services. Et donc, alors quand on parle de portail des services, ça veut dire des services publics. Par exemple, aujourd'hui, vous voulez demander votre acte de naissance, vous allez sur Internet, vous faites la demande auprès de l'administration et quelques jours après, vous allez recevoir une notification pour aller retirer votre acte de naissance. C'est ça, les services publics qui demain seront accessibles par Internet. Et pour pouvoir avoir accès à ces services publics en ligne,
Le minimum, c'est de pouvoir transporter ce qu'on appelle la data pour les spécialistes, notamment avoir au minimum la 2G. Évidemment, nous ne nous arrêtons pas à la 2G, mais la 3G. Mais la 3G, c'est le minimum pour apporter la data. Ensuite, nous avons la 4G. Aujourd'hui, nous avons déjà la 4G dans notre pays. Et demain, puisque ça arrive très vite, demain, on va déjà vers la 5G. Donc pour nous, le pattern, le minimum, c'est au moins déjà la 3G, afin que les populations puissent avoir accès ce qu'on appelle à l'Internet haut débit, qui permet de transporter la data et donner l'accès aux services publics. Mais, pour chuter sur votre question, non, ce n'est pas fait à moitié. Comme je vous ai dit, la 2G reste toujours et restera toujours, même dans le cas du pattern, nécessaire parce que nos populations, le plus souvent, disposent des terminaux qui ne permettent pas encore d'avoir accès à l'Internet haut débit. Donc, il faut quand même conserver la 2G. Mais pour pouvoir avoir accès à ces services publics, on va installer les antennes 3G, notamment sur quasiment la totalité du territoire national. Installer, on va appeler des panneaux ou bien des antennes 3G, mais à quel moment, à quand cette installation? Alors ça c'est une bonne question. Hein. Tout le monde attend toujours pour dire oui, mais le pattern, à partir de quand on pourra avoir les résultats du pattern? Dans les dossiers d'appel d'offres que nous avons lancés, nous avons donc mis une date d'exécution des travaux. À partir du moment où nous allons publier les travaux, quand on va contractualiser avec les opérateurs auront 18 mois pour pouvoir finaliser. Ça veut dire qu'à partir du moment où on commence on a signé les contrats, aujourd'hui avec la procédure de passation des marchés, vous savez que la procédure est assez contraignante, c'est une procédure Banque mondiale, mais nous pensons que dès le mois de mars-avril, on pourra déjà contractualiser avec les opérateurs. Ensuite, ils auront 18 mois pour finir d'installer le dernier antenne, c'est-à-dire les 185 localités prévues d'être connectées dans le cadre du pattern, plus les 76 sites FASUS qui sont en 2G aujourd'hui, que nous allons migrer, donc ils vont passer de la 2G à la 3G. Et donc ça, on va dire, 18 mois, ça fait un an et demi. Donc on va dire... 1 an et 6 mois. Dans 1 an et demi, on reviendra sur votre plateau pour faire le bilan du FASUS et vous dire effectivement, nous avions commencé et nous avons bien terminé. Cette fois-ci, jusqu'où le pattern peut y aller pour cette connectivité, en dehors des villages que vous avez su déjà implanter, ces antennes-là? Quelles sont encore d'autres actions que vous comptez mener sur le terrain? Alors, ça c'est une très bonne question, hein, je dois vous dire, parce que aujourd'hui, le FASUS, c'est à peu près 160 localités en 2G, connectées en 2G. Le projet pattern va s'occuper de connecter 185 sites supplémentaires, hors site FASUS. Ça veut dire que nous aurons à peu près 216 villages supplémentaires qui vont être connectés par le pattern. En 3G, 185 plus les 76 FASUS que je vous ai cités qui seront aussi en 3G. Donc aujourd'hui, effectivement, le FASUS qui a fait un grand travail, hein, on doit le dire, va continuer à apporter son expertise, notamment au niveau du projet pattern. Vous savez que le FASUS est le premier bénéficiaire du projet pattern dans la connectivité. Oui. Et le FASUS, notamment avec son expertise, va continuer à accompagner notamment les experts de l'unité de coordination pour qu'on puisse avoir des meilleures solutions techniques et technologiques possibles pour notre pays. Et quel est le besoin réel de connecter ces zones? Alors, comme je vous ai dit, il y a deux besoins, on va dire. Il y a des antennes 2G aujourd'hui et nous allons conserver un certain nombre d'antennes 2G parce que nos populations qui n'ont pas encore les téléphones intelligents ont quand même besoin de pouvoir recevoir les mobile money. J'imagine que si vous avez votre grand-mère qui est à Bouanella, hier, il fallait trouver quelqu'un
qui fasse le voyage pour aller lui apporter un petit peu. Aujourd'hui, elle vous appelle directement au téléphone. Ah, maman, moi momo. Momo. Ah, là, tu es embêté parce que elle, là-bas, elle attend, elle doit recevoir. À l'instant T où tu envoies, elle reçoit là-bas. C'est ça l'intérêt d'avoir la 2G aujourd'hui. Par contre, l'intérêt aujourd'hui pour nous d'avoir la 3G, c'est de permettre d'avoir accès aux services publics. J'ai cité les actes de naissance, mais c'est tous les services publics, les cartes d'identité, permis de conduire, toutes les démarches administratives. Et aussi, je dirais, et surtout, puisque nous allons installer les centres multimédia dans les écoles, donc dans nos villages, on va avoir des écoles connectées, on va avoir des écoles intelligentes, ce qu'on appelle les smart classrooms, les écoles intelligentes. C'est un projet ambitieux. Hein. C'est un projet très ambitieux qui va permettre donc aussi à nos enfants d'avoir un meilleur accès au support d'éducation et d'enseignement. Donc c'est un tout dans ce programme et je pense que avant la fin du mandat du chef de l'État, on aura achevé avec le Paten et je pense que le bilan et du Paten et de son mandat sera très positif. 100 millions de dollars, c'est une grosse somme mise dans le projet. Quelles en seront les retombées à court, à moyen terme, de manière concrète? Ben, écoutez, pour ceux qui soumissionnent déjà pour gagner les appels d'offres que nous lançons, pour les consultants, évidemment, le gain, y compris le gain financier, est là, puisque nous lançons les appels d'offres, mais ce sont les cabinets. On va commencer par l'écosystème numérique congolais. Les entreprises, les start-up peuvent aujourd'hui soumissionner aussi pour se battre, puisque ce sont les marchés qui sont ouverts, y compris ouverts à l'international, qui se battent aussi comme tous les autres pour pouvoir gagner les marchés. Donc, concernant le monde des entreprises, il y a un gain financier. Concernant l'État, vous savez que l'État, son gain, c'est la satisfaction des besoins des populations. Et donc, nous avons aujourd'hui, sur chaque composante, que ce soit en termes de formation, il y a les formations pour les directions des systèmes d'administration, donc les informaticiens de l'État qui doivent être formés. Il y a les formations pour les magistrats, etc., qui vont être formés. Nous avons le cadre juridique de l'écosystème, aujourd'hui qui est très riche, très fourni, on va dire quasiment complète, mais qui va être également renforcé, y compris en termes de décrets d'application, parce que nous avons un certain nombre de textes de loi qui n'ont pas encore les décrets d'application. Donc là aussi, le cadre va être renforcé par ce projet. Et ensuite, la connectivité, c'est la plus grosse composante du projet, c'est la connectivité. Je vous ai dit, 185 localités connectées en 3G, plus 76 localités migrées de la 2G à la 3G, c'est très très important. C'est plus de 400 000 habitants de notre pays qui vont avoir accès à l'Internet haut débit. Et ensuite, nous allons avoir tout ce qui est service public, donc le portail e-gov, pour que chacun de nous aujourd'hui, quand on va dans d'autres pays, hein, c'est comme ça que ça se passe. Plus personne ne se déplace dans les administrations pour aller faire la queue, etc. Et donc, voilà. Vous parlez d'un portail. Est-ce que ce portail-là serait protégé pour ne pas qu'il y ait des intrus ou bien qu'on puisse pirater ce portail? Alors, quand on parle du Paten, il y a une composante qu'on oublie toujours, et c'est à juste titre parce que ça n'apparaît pas dans les composantes. Effectivement, c'est la cybersécurité. Nous avons, au niveau de la cybersécurité, un grand programme, non pas sur le financement Banque mondiale, mais sur le financement BEI. Et là, il s'agit, de mettre en place déjà la stratégie nationale de cybersécurité, mais en plus, il y aura la construction de ce qu'on appelle les centres d'alerte et de riposte. Les centres d'alerte et de riposte, c'est avant même qu'on vous attaque. Vous êtes déjà informé. Vous êtes déjà informé. Vous pouvez prendre les mesures pour vous protéger. Et une fois que vous êtes attaqué, vous savez prendre les mesures conservatoires pour pouvoir protéger le système et ne pas étendre les dégâts. Et donc ça, le Paten va apporter ça
mais à travers le financement de la BEI, de la Banque européenne d'investissement, et de l'Union européenne. Et ça, je vous remercie d'en parler, c'est très important parce que nous allons vers l'ouverture, parce que l'Internet, c'est ça, on s'ouvre au monde. Et on ne peut pas s'ouvrir au monde si on ne se protège pas. C'est même très risqué, presque, de s'ouvrir sans penser à se protéger. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même bien prévues au niveau du projet. Mais est-ce que le Congo est prêt aujourd'hui à recevoir ce projet Paten à bras-le-corps? Ah, je dirais le Congo non seulement est prêt, mais le Congo, vous savez que notre pays occupe une place assez importante. Déjà au niveau de l'Afrique, le Congo préside aujourd'hui l'Alliance Smart Africa, et présidée par le ministre en charge de l'économie numérique, qui est tutelle de ce projet, M. Léon Justi Bombo. Et donc, il est président pour 2 ans, on va vers la fin du mandat, de l'Alliance Smart Africa, qui est l'alliance des États africains qui ont décidé d'unir leurs forces. Non seulement pour pouvoir se servir d'exemple entre ceux qui sont plus avancés et ceux qui arrivent, mais aussi construire des infrastructures qui soient supra-régionales. Vous savez que, par exemple, les infrastructures comme l'Internet, la connectivité, on parle aujourd'hui des câbles qui arrivent chez nous. Le dernier, c'est le câble de Tout Africa, mais il y a aussi le câble où nous sommes connectés aujourd'hui. Et ça, ce sont des programmes qui sont des programmes supranationaux. Et donc, des structures comme l'Alliance Africa, aujourd'hui, donnent une confiance au Congo, au point de lui confier les clés quand même de pouvoir diriger cette alliance. Et donc, je dirais que le Congo n'a pas à rougir. Nous avons signé, en termes des textes, tous les textes pour nous protéger. Nous avons la Convention de Malabo contre la cybersécurité. Nous avons aussi la Convention de Budapest pour la cybercriminalité. Donc, le Congo est un pays qui est engagé, comme tous les autres pays, dans cette voie vers la 4e révolution. Comme tout le monde dit, c'est une révolution que le Congo ne peut pas rater, que l'Afrique ne peut pas rater. Donc, pourquoi vous voulez que nous, on reste? Non, on est bien à notre place aujourd'hui dans ce concert. Quand on parle de projet, on parle aussi des partenaires. Il y a la Banque mondiale qui accompagne, il y a aussi la Banque mondiale et l'Union européenne à ce jour. Est-ce que tous les fonds sont mis à votre disposition? Alors, au niveau des partenaires, il faut les remercier. Il n'y a pas que la Banque mondiale, il n'y a pas que la Banque européenne d'investissement et l'Union européenne. Nous avons aussi le projet CAB qui est financé par la BAD, qui a été aussi financé par la Banque mondiale, et qui là aussi est en train d'accompagner le gouvernement dans sa politique du numérique. C'est grâce à ce projet que nous allons avoir le Data Center national. Et donc c'est un projet qui a fait la connectivité du Congo avec le Gabon, du Congo avec le Cameroun, du Congo avec la République centrafricaine. Et donc, voilà. Au niveau des autres partenaires, je sais qu'il y a des partenaires qui frappent à la porte. Nous discutons aussi avec un certain nombre. Il y a l'AFD et puis il y a d'autres partenaires, y compris même des partenaires, pas que des institutions financières. Il y a aussi des partenaires avec des États. Et donc, c'est tout un ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, le projet Paten a l'ambition d'être le hub des sources de financement. En tout cas, ça, c'est la volonté affichée par le ministre de tutelle, ministre des Postes, Télécommunications et l'économie numérique, de faire en sorte qu'on n'ait qu'une seule entrée pour qu'on puisse, on va dire, capitaliser sur l'ensemble des projets et ne pas avoir des doublons en termes de projets. Parce que si on n'a qu'une seule source de financement, on sait mieux répartir l'ensemble de ces financements qui sont quand même assez conséquents aujourd'hui pour faire en sorte que l'économie numérique dans notre pays puisse marquer un grand pas. Mise en place pour une durée de 5 ans, une année s'est déjà écoulée. Qu'est-ce qui reste à faire? Ah, je dirais il y a encore beaucoup à faire. Nous ne sommes qu'au début. Le projet au début, c'est encore asseoir les bases, on peut dire. C'est, comme on dit, asseoir les fondations. C'est pour ça qu'on s'est beaucoup appesanti sur tout ce qui est cadre réglementaire. Parce qu'on ne peut pas développer même les portails s'il n'y a pas de cadre
réglementaires. Donc, à ce moment, les cadres. Et ensuite, il y a les compétences. On ne peut pas développer tous ces services si on n'a pas nous-mêmes les compétences. Si on n'a pas nous-mêmes les compétences, ce sont les autres qui viendront faire pour nous. Et une fois qu'ils ont fait, ils repartent. Et donc, il est très important qu'on puisse développer les compétences. C'est pour ça que, à partir de l'année 2024, vont commencer toutes les formations en compétences numériques pour les femmes, pour les jeunes, pour les personnes vivant sous handicap, pour le personnel de l'administration, pour nos magistrats, nos policiers, etc. Donc, c'est à partir de 2024 qu'on va maintenant commencer avec les dispenses de formation. Ensuite, bien sûr, pour l'instant, nous avons cette grande étude concernant le portail e-Gov, mais c'est à partir de 2024 qu'on va commencer à développer maintenant les plateformes. Les plateformes pour donner accès à carte, au certificat de nationalité, casier judiciaire en ligne et tout ce que j'ai cité comme service public. Donc c'est maintenant, on va dire que nous allons connaître l'accélération de cette transformation numérique dont on parle. Merci à vous, M. Francis Seck Mongwani. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Nous sommes à la fin de notre interview. Chers téléspectateurs, au revoir. Likez, aimez et n'oubliez pas de partager. À très bientôt.